savez, dans la vie, on peut être déçu de la vie, bien sûr. On peut s'attendre à des déceptions et quand même être déçu malgré tout. Mais au final, nos attentes auront été que peu mesurées, on aura eu ce que l'on a voulu depuis le début. Ça, on peut le comprendre. Mais à partir du moment où quelque chose te déçoit, mais où tu t'y attendais, mais que forcément ça t'énerve encore plus, comment est-ce que vous voulez que on reste calme face à ce genre de choses? Surtout quand à côté, t'as des gens qui sont quand même heureux de savoir ce que le film est devenu. Enfin, plutôt de savoir à quoi est-ce que le film ressemble aujourd'hui. Parce que oui, il y a des gens qui ont aimé le film en question. Et je leur en veux pas, hein. C'est une question de goût, t'as vu? Mais le problème, c'est que quand t'as plein de personnes qui viennent te contredire, juste pour ça, juste pour dire que j'aurais tort ou quoi que ce soit, et que tu vois l'état actuel des choses et du film, tu te demandes exactement dans quel monde est-ce que l'on doit vivre pour pouvoir vivre ce genre de choses. Et surtout accepter une merde pareille. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites-les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. Et mon coup de cœur. Fils de pute, ma lumière. Bonsoir, bonjour. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Reza Thierry. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Thierry. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles, total. Eh voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment là, je suis excité là. Lucie, donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier, parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes, là, allez, allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr. Aujourd'hui, c'est l'épilogue. Oui, mesdames et messieurs, c'est l'épilogue. Et si vous savez pas trop de quoi est-ce qu'on va parler, bon, avant toute chose, je vous suggère amplement d'aller regarder cette vidéo et cette vidéo. Il se peut qu'en termes de son, ça ait un peu mal vieilli pour vous, mais ces vidéos sont nécessaires à la compréhension de la narration de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est Jurassic World Rebirth. Ça fait 1 an que j'attends de la faire cette vidéo. Parce que je comptais passer à autre chose, t'as vu? Mais des circonstances ont fait que c'est pas possible et que j'ai dû subir ce truc-là. Ça va faire depuis bientôt 2 ans que le film avait été annoncé à cette époque-là et depuis, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On va y revenir tout du long durant le long de cette vidéo, sachez-le. Mais sachez que je ne serai pas seul pour cette vidéo pour une fois. Je serai accompagné des grands et des fameux The Kerry78 et Kenny. Donc aujourd'hui, je serai accompagné tout simplement de. Kenny. Putain, c'est chaud. Bon, allez, j'avoue, ce ne seront pas les vrais The Kerry et les vrais Kenny non plus. C'est juste j'ai pris leur même à droite à gauche pour bien illustrer mes propos parce que, les gars, je préfère vous prévenir d'un truc, je ne suis pas d'humeur. Mais genre, absolument pas du tout. Quand je dis que je suis pas d'humeur, c'est que, bon déjà, par rapport au film en question, hein, et aux nombreux événements qui ont tourné par-dessus, mais surtout, comment dire qu'en ce moment, du côté de ma vie perso, ça va pas trop fort non plus. Donc ouais les gars, là, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se marrer, on est là pour bien se défoncer la gueule comme il faut sur ce film de merde. Si vous avez pas aimé la vidéo sur Rings of Power, restez quand même. Parce qu'il y a des points positifs quand même à relever, hein, et ça c'est le plus important, hein, surtout pour vous. Enfin bref, là, on va s'attaquer à ce film, mais d'abord, faisons-nous un petit récapitulatif. We're gonna make a fortune with this place. Alors avant tout, je précise une chose, je ne vais pas commencer par parler justement de l'entièreté de la saga Jurassic Park. J'estime que je l'ai déjà fait dans cette vidéo, la chute de la saga Jurassic Park, allez la voir hein, d'ailleurs si vous voulez. Donc je ne vais pas dire ce que j'ai déjà redit. Là ce qu'on va dire, enfin ce qu'on va émettre dans cette vidéo, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu autour de la saga durant tout le long de mon vécu. Histoire que vous ayez un petit aperçu, etc. En d'autres termes, ouais, on va plus ou moins évaluer mon avis entier sur l'intégrale de la saga, bien que je l'ai déjà donné là, mais cette fois ce sera plus sur mon point de vue plutôt que du point de vue objectif des gens qui me regardent en gros. Lorsque j'ai découvert la saga Jurassic Park, bon, faut savoir une chose, j'étais très jeune, j'étais encore un enfant. Le film est sorti en 1993
et je n'étais même pas encore né à cette époque-là. Pour vous donner un titre de comparaison, je suis né le 8 décembre 2003. Voilà, comme ça au moins vous savez quand souhaiter mon anniversaire, bien que c'est le genre de choses que je n'aime pas forcément. Donc ça veut dire que je n'ai jamais vécu l'arrivée et l'émergence même de Jurassic Park et encore moins la Dinomania. J'étais beaucoup trop jeune pour ça, je n'étais même pas né à cette époque-là. Donc du coup je n'ai fait que découvrir les films sur le tas, comme j'ai découvert Transformers, comme j'ai découvert les nombreux films Pixar tels que Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, Toy Story, etc. En bref, voilà, j'ai découvert Jurassic Park un petit peu en même temps que tous les films classiques que je regardais et que mes parents mettaient devant l'ordi du disque dur parce que fallait bien nous occuper. Et je dois être honnête avec vous, j'ai surkiffé ces 3 films, hein, quoi qu'il arrive. Hein. J'ai aimé le premier, j'ai aimé le deuxième, mon préféré d'ailleurs c'était le troisième. Je regrette un peu quand même, maintenant que j'y réfléchis. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que Jurassic Park a été une pierre fondatrice dans ma vie de cinéphile. Et c'est aussi l'un des films qui m'a le plus fait aimer le cinéma. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages attachants, j'ai adoré voir des dinosaures au sein de l'écran. Bref, j'ai surkiffé à l'époque la saga Jurassic Park. Tout du moins, juste sa trilogie, tout simplement. Parce que c'était incroyable, faut dire les termes. Il y en a des scènes qui nous ont marqué dans la saga, que ce soit le T-Rex au beau milieu de la ville de San Diego, la scène des vélociraptors dans une cuisine, ou alors les quelques discussions des personnages autour de la crédibilité de la saga et surtout du côté scientifique accordé au lore de la saga, sans compter évidemment les musiques de John Williams qui encore aujourd'hui sont exceptionnelles. Et je parle aussi du second opus, on l'oublie souvent mais John Williams était aussi sur le second opus et ça m'attriste en fait de savoir qu'il n'y a que les musiques du premier opus qui ont été reprises, mais celles du deuxième opus, par contre, non, on les oublie. Allez, un petit coup de nostalgie pour vos oreilles pour vous faire plaisir. Incroyable. Et encore, il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses qui faisaient que cette saga était mythique. Bon, déjà, niveau effets spéciaux, c'est une véritable révolution au sein de la saga, comme on en a jamais vu dans l'histoire du cinéma. Mais en d'autres termes, tout ça pour dire que Jurassic Park a fait partie de ma cinéphilie pendant un long moment et fait partie de ces grosses bibliothèques que j'avais chez moi. Voilà. Après, souvent, ça passait à la télé, ça m'empêchait pas de voir mes parents regarder ça. Du coup, je participais aussi à la regardation du film. Bref, c'était cool quoi. C'est pour ça que quand est arrivé Jurassic World, en tout cas le premier du nom sorti en 2015, soit il y a 10 ans. Ah, le coup de vieux que je vous ai mis les gars, parce que 2015 c'était il y a 10 ans, et profitez-en parce que 2016 aussi ce sera dans 10 ans. Et je n'ai donc pas participé un petit peu à ce dont pensaient les fans à cet avis, parce que moi perso, j'étais encore jeune et je rentrais au collège à cette époque-là, donc du coup j'étais un petit peu dans ma propre bulle et ma propre sphère fermée pour savoir exactement ce que les gens pouvaient penser de ce film. Et je me souviens pour l'avoir vu... c'est aussi simple que ça, c'est ce film qui a imposé en moi la terreur du dinosaure. Je me souviens qu'à cause de ce film, à cette époque-là, je me disais qu'à chaque fois, il y avait un dinosaure qui allait intervenir ou quoi que ce soit. Et je me souviens surtout que l'Indominus Rex hantait mes cauchemars. C'était dur de vivre avec ce film, d'autant que je le trouvais incroyable. J'allais même plus loin en me disant que ce film était au-dessus du premier Jurassic Park. Mais bon, encore une fois, j'étais un gosse qui venait à peine d'arriver au collège, donc à ce stade, c'était normal que je pense ce genre de conneries. Mais après, il n'y avait pas ça comme idée. Il y avait aussi l'idée de l'Indominus Rex, soit un dinosaure génétiquement modifié pour ramener des gens sales, et ainsi, faire dire aux autres que les dinosaures n'impressionnent plus grand monde en tout cas. Et ça j'avoue que c'est une très bonne idée. Mais après il y avait quand même des scènes ultra impressionnantes. Exemple, les fameuses scènes du mosasaure qui étaient excellentes, hein. Je pense aussi à cette pauvre femme qui s'est fait engloutir bien comme il faut pour le mosasaure. La scène du pseudo-brachiosaure mort qui en a touché plus d'un, hein, et j'en connais certains qui ont été touchés. Certaines scènes d'action qui sont plutôt classe et plutôt bien filmées pour un Colin Trevorrow qui manquait un peu de talent à cette époque là. Parce que quand je regarde cette scène là, tu te dis le mec a du talent. Est-ce qu'un film qui date d'il y a 10 ans est capable de proposer des scènes épiques et magnifiques en 2015 alors que les mecs ne sont plus capables de faire pareil aujourd'hui en 2025? Ah, crois-moi ma gueule, le temps ça permet pas de s'améliorer pour certains, hein. En bref, même s'il y a pas mal de choses à dire, un peu à droite à gauche par-ci par-là, il y a quand même du bon à retenir. Exemple, les nouveaux personnages comme j'ai dit, et tout le reste que je viens de dire en fait, hein. Du coup là on a quasiment fait le tour.
Parce que du coup, là, maintenant, on peut que se poser la question. Maintenant que ce film est sorti, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à raconter? Et bah, c'est justement là que ça fait jaser et que ça fait encore débat aujourd'hui. Le challenge pour Fallen Kingdom, c'était de faire table rase du passé pour pouvoir au mieux se focaliser sur l'avenir. Et là, c'est un très beau postulat qui peut que s'annoncer. Je le redis encore une fois ici-bas, mais Jurassic World Fallen Kingdom est le meilleur opus de la saga après le premier. Bon, même si le premier opus, avec du recul, je dois vous avouer, reste quand même un minimum au-dessus. Et ça, c'est parce que Fallen Kingdom a quelques défauts qui le font décompenser un peu. Exemple, bon, le coup du sang du T-Rex qui est capable de soigner un Vélociraptor. Ouais, ça j'avoue, là, ça entache un peu sur la crédibilité. Hein. Mais de l'autre côté, il y a quand même de superbes scènes magnifiques au possible. Exemple, bon, la fameuse scène de l'éruption qui était, bon, plutôt belle, hein, et surtout pour sa fin qui était fataliste et qui, encore aujourd'hui, même pour celles et ceux qui ont détesté le film, peuvent dire que c'est la meilleure scène de toute la saga. Et pour celles et ceux qui vont dire que c'est pas crédible d'avoir un Nitoraptor dans un manoir, dites-vous que ce n'est pas non plus crédible d'avoir des Vélociraptors dans une cuisine. Voilà, comme ça au moins le débat est clos. Je ne parlerai pas plus que ça de Fallen Kingdom parce que au vu de certains avis négatifs aux avis de ce film du style, j'aimerais comprendre comment on peut passer outre les défauts énormissimes du scénario malgré un bon visuel. Le problème des suites, c'est la surenchère, quasi systématiquement toujours exagérée. À force, les scénaristes se sentent obligés d'aller plus loin, tant dans le spectacle que dans l'histoire. Tout ça pour justifier l'existence même du film. Non, 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 jamais je n'aurais cru mettre une seule étoile à un film Jurassic Park, mais là, je peux vraiment pas faire autrement, je n'arrive pas à trouver de points positifs à ce film et ah si c'est bon je m'arrête là, ton commentaire il est trop long frérot. Bah quand je vois ça je me dis vaut mieux que je fasse une vidéo de réhabilitation de ce film parce que bah je pense que j'argumenterai mieux un petit peu mes propos. Mais je vais quand même conclure sur le fait que la fin de Fallen Kingdom était exceptionnelle et promettait quelque chose de grand pour la saga. Je veux dire, tu termines ton film par des dinosaures qui sont lâchés au travers de la nature et des entrepreneuriats qui prennent des embryons de dinosaures pour en faire ce qu'ils veulent. Là, avec tout ça, on ne pouvait que se dire que le film serait extraordinaire, ou tout du moins sa suite. Et puis Dominion est arrivé et... La putain de ta mère, la reine des putes, on t'entend de là-bas là. Après, si vous voulez un avis beaucoup plus constructif, je sais que Boomster en a fait une très bonne vidéo à ce sujet. Ah, il en avait des choses à dire, hein. Le mec il en avait. Le dinosaure est complètement mis de côté pendant la majeure partie de Jurassic World Dominion. Regardez bien Blue, je sais qu'elle est mal modélisée mais regardez-la, vous ne la reverrez que dans la dernière scène. Mais en dehors de ça, j'ai quand même fait cette vidéo, la chute de la saga Jurassic World, juste pour ça. Juste parce que ce film m'avait tellement traumatisé que je ne pouvais pas ne pas en parler. Fallait à tout prix que j'en parle. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que une suite a été annoncée. Bon, ce sera 2 mois après le partage de cette vidéo. Mais quand même, là tu te dis, il y a une suite de ce film-là qui est annoncée. Je vais te violer parce que c'est un mec qui a payé. Je te demande pardon. C'est dur là, c'est dur hein. Mais bon, au moins cette vidéo est sortie. Et puis surtout, ça me fait dire un truc. Ce film sera détesté par les fans. Et ça, c'est bien. Je veux dire, il n'y a rien qui pourrait... Ah ouais, putain, c'est vrai. Bon. J'imagine que nous en sommes arrivés là. Oui, il faut qu'on parle de Gareth Edwards. Et il faut qu'on parle aussi, non seulement de sa filmographie, et on y vient. Ça y est. Le sujet de la vidéo. On a terminé plus ou moins le récap. Parlons un petit peu de Jurassic World Rebirth et de la période qu'il y a eu entre ma vidéo sur la chute de la saga Jurassic Park et justement la sortie de Jurassic World Rebirth. Les gars, je préfère vous le dire d'avance, mais de tous les réalisateurs qu'ils auraient pu prendre, Gareth Edwards est sans doute le pire choix possible. Et je vais vous expliquer très exactement pourquoi. Messieurs et mesdames, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un point. On est toutes et tous d'accord pour se dire que quand le film était sur le point de sortir, mais tout le monde était mort de rire. Tout le monde était même prêt à s'armer de torches et de fourches ou quoi pour pouvoir aller défoncer ce film et de le matraquer le jour où il sortirait. Et puis là, d'un coup, c'est devenu de bon ton de venir dire qu'en réalité, quand Gareth Edwards avait été annoncé, le film serait bien. Voilà, il y a des gens, ils ont vu Gareth Edwards, ils ont dit ça y est, la saga allait être sauvée, on a notre sauveur, la saga allait enfin être sur des bons pieds, sur des bons rails et tout ça, ça allait être la meilleure saga de l'histoire, on allait retrouver ce qu'on aimait dans la saga. Suite donc à la déclaration et justement à l'annonce de tout cela, moi ma mission c'était très simple.
venir pour pouvoir dire la vérité et dire que Gareth Edwards, c'était pas le réalisateur le plus idéal pour pouvoir le mettre sur le projet. Au contraire même, j'ai été même obligé de vous le prouver via, comment dire, un cours entier basé sur le scénario. Si vous avez envie de voir cette vidéo et d'en apprendre un peu plus sur le scénario dans sa globalité, cette vidéo est largement faite pour vous. Parce que ça, c'est le genre de truc que j'ai beaucoup dit dans mes vidéos. Si ton scénario de base est mauvais, dis-toi que ton film sera forcément mauvais. Ça peut arriver tout le temps. J'en ai marre de faire ce genre de montage à chaque fois, mais bon, c'est juste, il faut que j'illustre avec 2-3 preuves pour que vous compreniez. Et j'aurais très bien pu m'arrêter là. J'aurais très bien pu me dire, bon, c'est bon, là, ça y est, je me suis plus ou moins débarrassé de la saga, je n'en parlerai plus jamais. Et là, vous intervenez. Je ne vais pas vous montrer les commentaires qu'il y avait sous cette vidéo, mais je me souviens qu'il y avait des gens qui venaient pour m'insulter, pour me dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Et t'as tort, t'as pas vu le Godzilla de 2014 pour dire à quel point Gareth Edwards c'était le meilleur des gens possibles, de toute façon t'es complètement con, nanana. » Entre temps aussi, je faisais mes après-séries sur Jurassic World et la théorie du chaos, une série que je trouvais archi nulle à chier, bien que moins que Dominion, mais quand même. Parce que là à ce moment-là en fait, comment dire, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Je me suis rendu compte que la théorie du chaos, en tout cas la série Netflix qui fait suite à la colonie du Crétacé, en fait c'était juste la répétitivité même de ce que la saga nous avait proposé depuis des années. À savoir toujours les mêmes défauts. Comme par exemple reprendre des scènes des précédents films juste pour montrer qu'on n'a pas d'originalité, ou alors les mêmes histoires autour de dinosaures kidnappés par des industries, des instituts riches de multinationalisme qui souhaitent prendre un contrôle capitaliste sur les dinosaures et les utiliser comme des armes ou quoi, ou alors voir des personnages essayer de débusquer ces multinationalistes blindés de thunes ou quoi pour pouvoir les arrêter parce qu'ils font des trucs méchants. Ouais, c'est plus ou moins ça, la saga maintenant. C'est tant que t'as pas toutes ces choses-là qui entrent en compte, ta saga est à chier, aussi simple que ça. Pour vous dire, je n'ai même pas osé voir la saison 3 de la théorie du chaos, parce que, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai déjà dit ce que j'avais à dire depuis des années. Je fais que leur reprocher la même chose depuis des années. Si les mecs ne font que se répéter dans ce qu'ils font dans leur merde, ne croyez pas que je vais continuer à les défendre, parce que... En quoi est-ce que je peux les défendre de plus de quoi que ce soit maintenant? Bah oui, j'ai déjà tout dit. Je vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit au fil des vidéos, mais j'avais toujours 2-3 petits haters qui me suivent pour pouvoir me dire que j'avais tort, tu verras que Gareth Edwards va faire un bon film Jurassic Park. Eh bien soit. Je me suis dit, allez, si vous voulez la jouer comme ça, attendons le film de Gareth Edwards, tout simplement, et on verra ce qu'il donne. Seulement, il n'y avait pas que Gareth Edwards qui pouvait poser problème. Il y avait plusieurs red flags qui le démontraient même. Et non, pour celles et ceux qui se poseraient la question, on ne va pas parler de l'affiche du film, malgré le fait que ça me démange, mais ce serait chiant d'avoir à vous en parler. Parce que là, pour l'instant, les gars, je vous ai proposé l'apéro depuis le début, mais là, maintenant, nous allons pouvoir passer à l'entrée principale. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que ça va chauffer pour vous. Tout d'abord, forcément, le premier red flag, c'est Universal qui nous annonce la suite de Jurassic World Dominion. Là déjà, on savait que ça pouvait mal le sentir, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus à proposer maintenant que la saga est presque entièrement détruite. Cependant, je me dis, avec la porte ouverte que nous a laissé Fallen Kingdom, on peut encore raconter 2-3 beaux trucs, tu vois. Il y a plein de possibilités d'histoire ou quoi que ce soit. Même ChatGPT est d'accord avec moi d'ailleurs. Donc vas-y, ça pouvait que m'inquiéter. Mais bon, de toute façon, si les mecs veulent se faire du pognon, tant qu'ils engagent des bons artistes, moi ça me va au minimum. Quand ils engagent Gareth Edwards, bon, vous en doutez. Deuxième red flag, le mec a justement sorti cette phrase. Je préfère largement travailler avec un scénario moyen pour une excellente réalisation, plutôt que de travailler pour un excellent scénario et donc une réalisation moyenne. En gros, pour traduire, le mec s'en fout complètement de savoir à quoi son scénario va ressembler. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de belles images. Et c'est pour ça la tête d'Ohan, faites pas les choquer, faites pas les mecs, mais tu pouvais parler autrement. Vous aurez réagi de la même manière. Arrêtez de faire les mecs sains, voilà, ça commence à me casser les couilles. Parce que les gars, je préfère vous rappeler un truc. Si un scénario pour un film est si bon, c'est qu'il y a forcément une raison. Je veux dire, c'est pas pour rien que dans 90% des films qui sont cités comme les meilleurs de tous les temps, certains d'entre eux sont adaptés de livres. C'est pas anodin, c'est parce que certains livres sont préécrits pour être déjà de bonnes histoires. Et donc, en toute logique, quand ils sont adaptés en film, comme de par hasard, ça donne de belles histoires.
fidèle ou pas d'ailleurs au passage. Et le premier Jurassic Park ne faisait pas exception à la règle, puisque quoi qu'il arrive, le premier opus et même le second est adapté justement de 2 livres écrits par Michael Crichton. 2 livres qui, comme petite par hasard, est très bien noté sur les réseaux. Mais non! Mais hasard de dingue! Donc se dire que Gareth Edwards va participer à un film Jurassic Park entièrement original basé sur presque aucun écrit de Michael Crichton, bah pour moi ça pouvait que puer, parce que qu'est-ce que Gareth Edwards pouvait proposer au sein de sa filmographie? Bah il y avait qu'à voir exactement qui serait le scénariste du film. David Cope. Voilà. Et à lui je ne lui adresse pas un red flag, mais 2 red flags. Attends, t'es sérieux là? Tu veux vraiment mettre 2 red flags à ce mec? Mais t'es complètement maso quoi, je veux dire pourquoi? Est-ce que pour les producteurs de Universal, tu leur accordes qu'un seul red flag? Pour Gareth Edwards pareil, tu lui accordes un seul red flag? Mais pour David Cohen, lui il aurait droit à 2 red flags, ça n'a pas de sens. Alors certes, ça peut être assez malhonnête de ma part, mais laissez-moi préciser un peu. Faut savoir que David Cohen a écrit les 2 premiers opus de la saga Jurassic Park. Bon, ça c'est en partie faux. Bon, je dis pas qu'il n'a pas participé non plus, mais d'un certain point de vue... Ouais, ça pouvait pas forcément annoncer une bonne nouvelle, puisque rappelez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure à l'instant, Jurassic Park 1 et 2 sont des adaptations des livres éponymes du même nom. Donc ça veut dire que le mec s'est empressé de simplement adapter les 2 films en question, et pas écrit. Bon, il a écrit 2-3 trucs, il s'est juste occupé du travail d'adaptation, savoir si une scène allait convenir dans le format, s'il allait convenir pour le budget, etc. En d'autres termes, est-ce qu'il y aurait des trucs dans le livre qui passeraient au cinéma? C'était plus ou moins ça son boulot. Je dis pas qu'il a rien fait en tout cas sur le projet, mais au moins il s'est plutôt bien investi. Juste le problème c'est que se baser que sur ça et dire que c'est lui qui allait sauver la saga, entre guillemets lui aussi, ça peut être que très réducteur. Ouais, mais bon, ça veut quasiment rien dire. Je veux dire, c'est pas parce que un mec il s'est contenté juste de travailler sur l'adaptation que ça veut dire qu'il a pas de talent. Si ça se trouve, le mec il en a beaucoup, hein, il suffit juste de voir le reste de son CV. Je suis allé voir le reste de son CV justement. Et c'est là que j'ai dressé un autre red flag de sa part. Parce que dans son CV, il y a quand même la momie. Oh, bah ça va alors, c'est pas la version avec Tom Cruise. C'est-à-dire la version de 2017 qui était pas terrible. Ah, et il s'est aussi occupé des 2 derniers Indiana Jones. À savoir l'un des opus où Harrison Ford se réfugie dans sa frigo pour survivre à une explosion nucléaire. Ouais, il a gâché une trilogie initiée par Spielberg et vous lui avez donné les clés pour gâcher une autre saga qu'il a lancée. Ah, je peux pas live. Ah, je peux pas live. Et un autre red flag, un peu moins gros quand même, mais gros quand même, c'est-à-dire le casting. On n'a que des nouveaux personnages qui seront gérés par la réalisation de Gareth Edwards. Gareth Edwards qui ne compte pas des personnages très mémorables au sein de sa filmographie. Alors ça par contre c'est faux, puisque il y a quand même le personnage de Bryan Cranston dans le premier Godzilla, donc je peux pas dire le contraire. Ok, d'accord. Cite-moi un autre. Vas-y, ouvre ta gueule! Vas-y! Vas-y! Pourquoi? Mais le plus gros red flag de tous, et qui réunit justement tout ce amas de potentielles mauvaises idées, c'est le trailer du film. Quand le trailer est sorti, la première chose que je me suis dit c'est... Putain, ça va encore être la même chose. Encore. Putain, mais c'est pas possible, vous êtes pas encore capable de vous renouveler, putain. Merde quoi. Je peux dire que dans les frites, il y a pas assez de sel, on peut en rajouter. Donc, je vous refais un petit peu leur portrait de tout ça. Des producteurs peu scrupuleux qui se sont dit que ce serait une bonne idée de faire une suite à l'un des pires films de la saga. Un réalisateur qui a plus de talent sur la réalisation plutôt que sur la maîtrise de son scénario et de son histoire. Un scénariste qui a un CV extrêmement corny et qui n'a que pour seule qualité d'avoir participé à l'adaptation d'un film Jurassic Park plus qu'avoir travaillé à des idées scénaristiques par rapport à la saga Jurassic Park. Un casting exclusivement composé que de nouveaux personnages pour pouvoir non seulement laisser de côté les anciens et donc créer un côté énormément décalé par rapport aux personnages attachants que l'on avait au sein de la saga. Et un trailer qui faisait que nous montrer que l'on allait avoir exactement la même chose que ce que la saga nous propose depuis des années et des années et des années. Ça fait combien de red flags au total, The Kairi, pour être sûr? Red flag, red flag, 3, red flag, 4, red flag, 5, red flag, 6, red flag. Arrête, même les familles, elles font pas, les familles. Les familles qui ont 5 enfants, elles font pas. Donc voilà les gars, avec tout ça, on ne pouvait que se poser cette seule et unique question. Non seulement, que vaudrait ce film, mais surtout, comment est-ce que vous auriez voulu que j'ai de bonnes attentes quand je vois tout ça, tous ces éléments mis en un? Et ben ça, on va voir ça tout de suite. Fini l'entrée, fini l'apéro,
place au plat principal. Les gars, là vous vous en rendez pas compte là. Mais là, ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment, vous imaginez même pas. J'ai attendu ce moment-là comme un véritable messie. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce film pour bien le défoncer, que limite en fait c'était d'obsession. Limite là j'avais juste envie que le film sorte, que je puisse enfin déballer mon sac. Parce que j'en pouvais plus, ça faisait que me porter sur moi comme une sorte de petit gros caillou là sur mes épaules comme ça, où je me suis dit... J'en peux plus là, faut que ça sorte. Mais avant de s'attaquer à eux, eh bien, parlons au moins au minimum des points positifs. Il paraît qu'en management, ça fait passer la pilule après, vous allez voir. Depuis le début, je n'ai fait que dire du mal de Gareth Edwards. Mais entre temps, bah, il a quand même fait des bons trucs hein, sur cette vidéo. Car oui, niveau réel, on a quand même de très beaux plans. Ce plan sur le mosasaure qui se trouve sous l'eau est magnifique, je trouve. Il y a les plans avec bah, les Titanosaurus Rex qui sont juste magnifiques, qui sont juste exceptionnels, hein, et ça on va y revenir un peu plus tard. Et t'as certaines scènes d'action qui sont lisibles, bien filmées, etc., etc. Et en parlant de scènes d'action, je voulais justement revenir sur un défaut qu'il y avait dans Jurassic World Dominion. C'était qu'on nous mettait une blinde de dinosaures presque toutes les 5 minutes, au point que ça en était quasiment indigeste. Et là, pour le coup, ce film, eh ben, on respire un peu plus. Déjà, le film nous montre des dinosaures, enfin, des dinosaures en plan entier, vraiment, au bout de 20-30 minutes à peu près, histoire de bien poser son scénario, histoire de bien poser son histoire et son intrigue. En bref, c'était au minimum cool et intéressant. Je sais qu'il y a certaines critiques qui viennent dire qu'on s'ennuie à partir de cette partie-là, mais bon, je crois que vous n'avez pas revu Jurassic World Dominion, parce que Dominion avait le problème inverse, c'est qu'on nous mettait trop d'action avec trop de dinosaures au détriment du développement des personnages. Là, pour le coup, le film est plus maîtrisé sur ce point de vue-là. Là, on respire un peu plus, on développe un peu plus les personnages, leur intrigue, leur scénario, leurs relations. Bref, le film se pose un peu plus avant que l'on nous montre vraiment des dinosaures. Exactement comme ce qu'avait fait le premier opus. Donc là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est très réussi. Bien joué, les gars. Des chiffres, ça commence bien. Autre point positif important, les acteurs nous sont crédibles. C'est-à-dire, on nous présente les nouveaux personnages. La plupart d'entre eux sont crédibles. Tu arrives à plus ou moins t'identifier à 2-3 d'entre eux, dont un personnage qui sort du lot, on y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est intelligent, voilà. Ouais, pourquoi pas. Pour le linge. Alors attendez, je cherche encore. Les environnements, ils étaient très diversifiés, c'est vrai. Il y a eu 2-3 petits environnements que j'ai trouvé cool et sympas, qui étaient plutôt magnifiques, beaux gosses et tout ça. Bref, franchement, sur les environnements, c'était plutôt bien travaillé. Juste, ça manque un peu de variété, quoi. Parce qu'on se retrouve dans une forêt, puis au beau milieu d'une forêt, puis ensuite une autre forêt. Il y a un moment, on s'est retrouvé sur une plaine, puis ensuite on s'est retrouvé sur une forêt, et puis après, on vagabonde vite fait dans une 2-3 petites structures ou quoi que ce soit. Mais voilà. Globalement, c'est diversifié. De la salade, ouais, c'est correct. La salade. Pourquoi t'achètes des pommes de terre, toi? Les spinosaures, si, les spinosaures, pour une fois, ils sont plutôt bien respectés. On nous a mis des nouvelles espèces de spinosaures pour pouvoir varier un peu plus le bestiaire en plus de la grossir. En bref, c'est cool, on a des spinosaures qui cette fois-ci se battent carrément dans l'eau et on les voit, leur comportement et tout ça, dans l'eau. Et ça, bah c'est plutôt cool. Vous savez comment on appelle les insectes qui sont dangereux dans le désert? Un scorpion! Notez qu'entre les coupures, je galère à trouver des points positifs, hein. Je fais ce que je peux. Et du coup, pour finir, il y a un arc narratif dans l'histoire qui m'a beaucoup plu, c'est celle de ce fameux archéologue, cet entreteneur du musée qui a un arc narratif. Au début, c'est un mec passionné de dinosaures et de paléontologie, etc., qui se met simplement à nettoyer un simple musée qui archive justement des dinosaures, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Je me suis direct attaché à ce personnage parce que j'ai vu qu'il avait un minimum de personnalité, qu'il était au minimum travaillé, et surtout que ça nous donnait envie de s'identifier à ce genre de personnage qui aime les dinosaures d'un certain point de vue. Et petit à petit, au fil du voyage, et cette personne va petit à petit s'aventurer au milieu de la nature avec les autres, et c'est que lorsqu'il va croiser la route des titanoboa que ce dernier sera de plus en plus émerveillé auprès des titanosaures. Et c'est là où il va vraiment avoir une âme d'enfant qui va se libérer auprès de ces créatures magnifiques, jusqu'à s'approcher au pied d'eux, au risque de se faire écraser aussi, mais ça c'est un autre détail. Et avec ça, on finit par voir une chose. Dès le début, le mec, il s'occupait d'animaux qui étaient disparus depuis des années, et lorsqu'il les revoit, il retrouve une âme. Et ça, j'ai trouvé ça très qualitatif. Et voilà. Non, je vous assure, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je vous jure, j'ai essayé de faire des efforts. Mais bon, si vous arrivez à m'en trouver, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais comment ça se fait, y a personne, là? Mais ils sont où, là? Maintenant, nous allons parler de ce qui va faire facho. Les points négatifs. Parce qu'il y en a beaucoup. Moi,
Ah, j'ai une tête vraiment dégueulasse quand je me prends à l'écran, c'est terrible. Premier point négatif pour commencer, déjà, le titre. Jurassic World Rebirth. En français, Renaissance. J'ai vu ce titre, sincèrement, la première chose qui m'est arrivée, j'ai eu une petite érection. Ah, je vous assure que c'était là, si vous voulez, je vous montre. Parce que quand tu vois un titre comme ça, tu te dis, bon, les mecs ils vont ressusciter la saga, ça y est, ils vont enfin lui redonner sa gloire d'antan. Bon, j'y croyais pas trop non plus, parce que David Coep et Gareth Edwards quand même. Mais malgré tout ça, je me suis dit, bon, les gars, ils vont au moins un minimum faire d'efforts. Ils vont nous faire réhabiliter la saga. Ils vont au moins nous donner un minimum de points d'espoir. Nous donner une bonne piste pour la suite de l'histoire. Un petit peu comme ce qu'avait fait Kingdom of the Planet of the Apes l'année dernière. À savoir, prendre la saga et la recommencer avec de nouveaux personnages quelques années plus tard. Et ça pourrait être incroyable, intéressant, divertissant. En plus, la Renaissance, ça fait aussi référence à la fameuse époque de la Renaissance qui avait duré dans les années 1450. Donc franchement, on pouvait s'attendre à quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, d'extraordinaire, de magnifique. En bref, servez-nous quelque chose d'incroyable, Universal. Servez-nous quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. On veut l'extraordinaire ici, tu de poste. Un peu mouillé, mais on peut se poser là 2 secondes. Tu fumes pas? Tu fumes? La Renaissance? Expérience de quel type? Croisement d'espèces. Les proprios du parc n'ont fait que répondre aux attentes du public, qui s'était lassé de voir les mêmes ancêtres. La Renaissance? C'est quoi cet endroit? Un ancien temple? La Renaissance est appelée par ses parents. La Renaissance? Je vais l'appeler Dolores. Lisa, t'es vivante? T'as retrouvé ta langue? Je vais la ramener chez nous. La Renaissance! Oh, et où la Renaissance? J'ai Dora l'exploratrice! Parce que imiter Dora l'exploratrice dans un opus Jurassic Park, c'est la Renaissance pour personne! Comment est-ce que tu peux te pointer aux yeux de tes fans et dire, alors, vous voyez ça? Ceci, c'est la Renaissance. Et oui, vous avez remarqué. Attention, il y a des plans incroyables dans le film, hein, comme par exemple les plans du tyrannosaure. Hein, ça correspond parfaitement à l'art de la Renaissance. Les gars, vous le faites exprès, c'est pas possible. Ouais, bon, là, j'appellerai pas non plus ça de la Renaissance, mais j'appellerai plus ça du foutage de gueule. Mais bon, ça, comment vous dire que l'on y vient un petit peu après, parce que il y a autre chose dont on doit parler, à savoir tout le reste du film. Le synopsis, très sincèrement, je me suis demandé si on serait pas en train de se foutre un peu de ma gueule. Parce que, attention, là, ce que je vais vous dire, ça va être assez choquant pour vous, parce que là, on parle d'un Jurassic Park, à savoir un opus de la saga Jurassic Park. Donc vous savez plus ou moins à quoi est-ce que vous devez vous attendre. Une histoire autour des dinosaures, de l'écologie, de la préservation de la nature, etc. etc. Donc du coup, bah, que nous propose ce synopsis justement? On s'imagine que ce sera plus ou moins en rapport avec les thèmes que je viens de vous énoncer. Et bah, le synopsis va nous raconter l'histoire d'un jeune scientifique perpétué à vouloir sauver le monde d'une maladie de cancer des os pour pouvoir y développer un vaccin. Et pour ça, il lui faut 3 échantillons. Et pour ces 3 échantillons, il faut aller les chercher du côté des dinosaures, à savoir les 3 plus gros connus, à savoir le plus gros dinosaure de la mer, le mosasaure, le plus gros dinosaure de la terre, le titanosaure, et le plus gros dinosaure des airs, le Quetzalcoatlus. Le rapport, quel est le rapport? Vous vous rendez compte? On n'a même pas commencé à parler du film, il y a 2 défauts qui sautent aux yeux. Ça commence bien. Et si vous vous posez la question, non, on ne va pas parler de l'affiche du film, bien que ça me démange, mais ce serait chiant d'en parler. Je vais allumer la lumière pour que vous puissiez mieux me voir. Allez, c'est pas grave. Disons-nous que le film sera un minimum bien mis vis-à-vis de ses défauts malgré tout. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous proposer, hein, Jurassic World? Ok, voilà. Mais je pense qu'on a augmenté. Ça commence super bien. Mais bon, allez, c'est pas grave. Je suis sûr que le reste du film sera bien. Alors, c'est quoi l'intro du film? Ah bah putain, un plagiat de Godzilla 2014 déjà. J'ai l'impression que le film il a directement cramé ses cartes de originalité. Mais bon, allez, c'est pas grave, hein, continuons. Ok, alors, voir des dinosaures se faire peindre, c'est un peu comme si on nous disait que les dinosaures n'impressionnent plus qui que ce soit, mais bon, ça c'est pas comme si le film allait nous le rabâcher tout au long du film, hein, c'est pas comme si ça allait arriver. C'est quoi la suite, allez? C'est dans le dinosaure. C'est possible qu'on ne les intéresse plus, mais eux nous intéressent. Mais ils sont déjà tous morts ou presque alors.
sauf certains sur quelques îles autour de l'équateur. Oui, et ces lieux sont des zones interdites à juste titre. Vous y allez, vous mourrez. Nul, 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 Germain. Nul, sale nul, nul, nul. Vous allez me dire que ça va être ça en gros la suite de la saga? Un foutage de gueule? Sérieusement? Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vais commencer. La PlayStation 4 dans la chatte à ta mère, sale bâtard. La PS4 dans le crâne à ta mère. Si on a eu des dinosaures autour du monde, c'est pas pour rien. Je veux dire, quand Malcolm disait ce genre de phrase dans le film premier du nom Jurassic Park, et bah c'était pour faire écho à Fallen Kingdom et sur l'avarice de multinationales pour les dinosaures. You patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox and now you're selling it. You want to sell it. Well. Et quand le personnage de Sam Neill disait ça justement dans le premier Jurassic Park, là c'était pour carrément faire écho à Dominion et tout ce que la saga devait justement devenir. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. And if we're not careful, they're going to be here after. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? En gros, pour vous faire un ordre d'idée, tout ce qui a été dit dans cette scène a été entièrement détruit par le film. Parce que, on nous promettait quelque chose de grand. Des dinosaures autour du monde, c'était censé remettre en question l'humanité tout entière. Et là, que l'on nous dise que l'atmosphère a détruit absolument tous les dinosaures autour de la planète et qu'ils ont survécu qu'à une partie de la planète, et ben ça fait plus du tout Jurassic World. Ça fait, Jurassic Equator. Là déjà, deux gros points négatifs comme ça, et encore, je n'ai même pas parlé du sneakers. Bon, maintenant parlons de point de vue technique, à savoir, à la réal. Mon cher Gareth Edwards. C'est bien de nous mettre du gigantisme, hein, ça je dis pas. Mais si t'as rien d'autre que ça à proposer, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Parce que ouais, en termes de réal, c'est plat et c'est vide. À part le gigantisme, il n'y a rien de transcendant. Et encore dans le gigantisme, il y a quelques petites erreurs d'échelle. Je veux dire, les dinosaures ne font pas du tout la même taille entre plusieurs plans. Exemple, le T-Rex, lorsqu'il s'attaque à un hélicoptère et qu'on voit sa mâchoire en train de mâchouiller le cockpit de l'hélicoptère, et on imagine à quel point il doit être grand et tout ça. Et puis là, d'un coup, il attrape une proie dans ses bras et il le met dans sa bouche et on voit que le mec, il a un petit peu rétréci. Il n'y aurait pas un petit problème quelque part par hasard? Pareil pour les titanosaures, on voit que les créatures sont immenses et on imagine leurs pieds qui doivent être énormes ou quoi, et au final c'est des petits pieds. Je veux dire, regardez l'humain juste à côté, on dirait juste qu'il a affaire à un simple diplodocus, tout ce qu'il y a plus normal. C'est pas normal justement, hein, que le titanosaure, le plus gros dinosaure de l'histoire, puisse avoir des aussi petites pattes. Et tant qu'on est à parler des titanosaures, parlons justement des effets spéciaux, parce que c'est là où ça prêche le plus. Comment c'est possible que l'un des plus grands spécialistes des effets spéciaux actuels de Hollywood ait des effets spéciaux aussi ratés? Surtout dans ce film-là. Je veux dire, là on voit que certains bouts de texture ne collent pas, que ça ne fait pas très réaliste et que ça se mélange pas trop avec les humains. Et ce plan de Scarlett Johansson où on voit littéralement un bout de ciel qui correspond pas du tout à sa présence à elle. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà un petit zoom juste pour vous, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu mon propos. Ah, regarde, Hambouk, regarde, mais putain! Et encore, il y a certains autres effets visuels qui ne collent pas du tout. Mais bon, ça visiblement, hein, c'est un problème majeur dans Hollywood. Certains effets spéciaux paraissent bâclés, voire même ne sont absolument pas finis. Mais bon, ça malheureusement c'est commun à beaucoup de potes de prod. Hein. Et tant qu'on est encore sur la réal et sur le point de vue au minimum technique, parlons justement de 2-3 petits plans de réalisation qui me rappellent certains films sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Genre exemple, ce plan là de Vélociraptor qui tape sur le sol avec sa griffe, ça rappelle pas une scène qui était présente dans Jurassic Park par exemple? Ou alors ce fameux plan où notre héros retrouve un œuf de Quetzalcoatlus au beau milieu d'un petit temple aztèque, ça vous rappelle pas un petit peu Indiana Jones si vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon on a aussi ce fameux plan du mosasaure qui sort de l'eau qui me rappelle un petit peu cette fameuse baleine bleue que l'on avait dans Avatar 2. Ou aussi du fait que le mosasaure est un aileron. Un aileron pourquoi? Pour faire référence aux dents de la mer justement, parce que oui, hein, c'est bien connu, les requins ils sont des ailerons et pas les mosasaures. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un aileron au mosasaure pour créer une direction artistique semblable à celle des dents de la mer. Pour pas dire carrément plagiat des dents de la mer. Mais bon,
Quand c'est le même réalisateur qui est producteur de la saga, en même temps, hein, c'était obligé de lui faire un clin d'œil. Autant plus, perso, moi je trouve pas que ce soit des plans aussi moches que ça. Je veux dire, c'est normal qu'on soit inspiré, on est tous inspirés. C'est plus des hommages, ça, tu vois. C'est plus pour montrer à quel point ce mec il a du talent pour pouvoir retranscrire certains plans qui ont déjà été récités dans le reste de l'univers du cinéma. Alors, je vois plus ou moins ce que tu veux dire, mais t'es en train en gros de nous dire que la saga n'a aucune originalité là. Que Gareth Edwards n'a aucune idée scénaristique à part celle de reprendre les plans des autres précédents films. Et bah tu veux que je te dise la vérité? En fait, je crois que même ça, c'est une excellente qualité. Alors certes, ça fait pas de réalisation bonne pour nous, mais au moins, elle est bonne pour la planète, vu qu'il se permet de recycler absolument tous les meilleurs plans qui ont déjà été faits au sein de la saga, ainsi que dans l'univers du cinéma. Et ça, c'est très bon pour le recyclage et pour l'écologie. Limite, inventons la catégorie de l'Oscar du film le plus écolo de l'histoire. Et Jurassic World serait sûrement vainqueur de l'histoire. D'ailleurs, la statuette a une petite particularité principale dans cette catégorie. C'est que l'herbe qu'il porte autour de lui est verte. Si ça c'est pas incroyable de remporter juste cette statuette d'or pour pouvoir faire avancer l'écologie de la planète. Vraiment super belle, la figurine Vegeta. On peut dire qu'il est végétarien. Non, sérieusement, premier degré, je trouve ça extrêmement paresseux et surtout à chier de reprendre des plans qui ont déjà été faits dans le cinéma. Ça veut dire que le mec n'a aucune originalité, aucune vision artistique, mais bon, ça je viens de le dire tout à l'heure. Mais en gros, la réal est nulle. Il n'y a aucun plan spécial à sauver, à part peut-être les plans avec les titanosaures, parce que c'est littéralement la meilleure scène du film en fait, et juste parce qu'elle fait juste Jurassic Park quoi. C'est là où je me suis senti dans la saga. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à sauver de plus. Bon après là tu critiques, mais si ça se trouve le mec il a vraiment eu l'idée par-dessus, hein. Il suffit juste d'aller voir les making-of ou quoi, ça se trouve le mec en interview, il veut dire des trucs intéressants autour de sa réal, hein. Ça se trouve on sait pas. Hein. Ok alors voyons voir ce qu'il dit dans les making-of, si ça se trouve hein, le mec il avait aussi de l'idée ou quoi que ce soit derrière la tête. Hein. The common goal of creating something magical on film that looked really authentic, you know, you can't build sets like that. This whole sequence, it's why you come to see a Jurassic film. I think you want to be scared. I really wanted some visual in the movie that felt familiar. And they will terrify kids too much. Okay, great. That's the quote I'm using. That was the goal. Yeah, and I mean, kids are way more tolerant of scary things than we think. T'es complètement con. Le pire, c'est que t'es con. Voilà. En gros, leur but, c'était de revenir aux racines pour faire des beaux décors. En fait, les mecs, ils ont rien compris à la saga, quoi, c'est ça. Le problème de Jurassic Park, c'est pas tant le fait que ça se soit plus fait dans des décors réels ou quoi, ou alors que l'on montre plus les dinosaures comme des trucs beaux, merveilleux ou quoi que ce soit. Bon, ce qui peut être un problème, ça en soi. Mais le problème, c'est que on s'intéresse plus de ce que les dinosaures peuvent vivre ou pas. On s'intéresse plus au re-questionnement humain. C'est ça qui cause des problèmes en ce moment au sein de la saga. Et si ça, vous ne l'avez toujours pas compris au bout de 10 ans... c'est que là, à ce stade, faut continuer à se remettre en question, mais sur d'autres raisons que on a filmé un décor réel. Vous avez vu, c'est artistique hein, ce qu'on fait. Je suis fatigué, je peux plus. 4 paquets de tomates cerises. Je préfère même pas parler, frère. Là, je préfère même pas parler. Les personnages sont tous creux. Ouais, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient plutôt bien exploités, qu'ils avaient une bonne personnalité. Ouais, mais le problème, c'est que, à part avoir une personnalité qui ressort par-dessus tout, eh ben, ils ont rien d'autre. On a juste la personnage principale qui, elle, veut avoir son chèque. L'autre personnage principal qui est attaché à ses soldats et à ses compagnons, qui, la plupart du temps, meurt, mais au final, le mec, il s'en fout juste après. On a le multimilliardaire qui veut sauver l'humanité d'un virus mortel qui menace de détruire l'humanité. Mais au final, ce dernier, comment dire que, au bout d'un moment, tu finis par voir que c'est lui le méchant principal qui va se faire bouffer à la fin du film. Et après tout ça, t'as la famille. Ils ont mis une famille. Une famille embarquée malgré elle au sein de la licence. Je crois que vous n'avez toujours pas retenu la leçon au bout de 32 ans quand même. Si dans le premier opus on a eu des gosses, c'est parce que déjà de 1 ils étaient attachants, ce qui est peut-être un point qui est bon à prendre hein, tout de même. Et puis surtout ils étaient embarqués malgré eux dans l'histoire. Et comme on s'était attaché dès le début à ces personnages, et par l'insouciance, par leur innocence, et surtout qu'il y avait une histoire avec Alan Grant et surtout un arc d'accomplissement vis-à-vis de tout ça, et ben c'était justifié de mettre des gosses dans le premier opus. Mais depuis cette époque-là, la justification d'avoir des gosses dans la saga est complètement passée à la trappe. Sauf dans Fallen Kingdom qui lui a essayé de raconter quelque chose d'original. Mais bon, rappelez-vous que tout ce qu'a fait de bien dans Fallen Kingdom, Dominion a décidé de le niquer. Donc voilà les gars, si vous voulez mettre des gosses dans votre saga, dans votre film, trouvez-en une justification, donnez-en une raison.
Parce que si c'est pour mettre des gosses dans votre histoire, juste pour mettre des gosses dans votre histoire, eh ben ça ne sert à rien. Ça fait que allonger artificiellement le film autour de scènes dont on aurait strictement rien à foutre. Surtout quand tu vois à quel point l'un d'eux est insupportable, et j'en peux plus d'ailleurs de ces comic relief qui se contentent de faire des blagues qui sont pas drôles. À la limite, certaines de leurs blagues pouvaient être drôles et qui pouvaient apporter un minimum d'humour dans l'histoire. Ce serait bien, comme Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park. Parce que là, votre ado dans ce film de merde, j'avais envie de le voir se faire bouffer à chaque fois. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le mosasaure il a décidé de pas les bouffer au moment où il était en train de se faire noyer par le bateau, etc. Genre le mec il était au régime ou quoi que ce soit? Je vais te poser une question. Là, t'es en train de faire le ramadan, là. Aussi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que quand les gens se font jeter d'un bateau, quand ils sont poursuivis par des spinosaures, les spinosaures les ignorent complètement et continuent de poursuivre le bateau? Genre, il n'y en a pas un seul qui se dit « Ah, les gars, il y a des proies qui sont tombées, on peut aller les bouffer ?» J'aurais tellement aimé, franchement, ce serait bien passé d'eux, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Ensuite, le scénario. Bah, j'ai rien à dire. J'ai tout dit dans le synopsis, il n'y a rien à dire de plus. D'autant plus que ce scénario n'a presque dit que 10 têtes. Je veux dire, qui a évalué que des dinosaures pouvaient soigner des gens si on extraisait leur sang? Je comprends pas qui a eu cette idée-là et qui même a testé au sein de l'environnement. Genre quoi? Prendre 300 de dinosaures et les mélanger en un, ça permet de créer un remède et un vaccin contre un virus. Vous voyez ça? Et ben c'est simple. Ça détruit à jamais la licence Jurassic Park. Pourquoi? Parce que justement, avant ça, la saga était crédible. Rien que le fait qu'un moussi qui avait été extrait d'un arbre ou quoi pour pouvoir faire naître des dinosaures, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça restait un minimum crédible et ça permettait de rajouter un minimum de logique et surtout un minimum de lore au sein de l'univers. Mais maintenant que tu es capable de sortir ce genre d'argument-là au sein de la saga, eh ben c'est simple, maintenant tu peux sortir n'importe quelle connerie de ton cul pour raconter absolument tout ce que tu veux au sein de la saga, bien que ça ne soit complètement incohérent. Genre au hasard, une dent de dinosaure ça permet de régénérer des blessures d'un chien, ou alors un œil de dinosaure ça permet de, si on se l'accaparait, bah d'avoir des pouvoirs magiques ou quoi que ce soit. Alors ouais, c'est une connerie conne dit comme ça, mais si au bout d'un moment on se permet de laisser passer ce genre d'arnaque et de synopsis, eh ben on peut se permettre absolument tout ce qu'on veut au sein de la saga. Hein. J'attends d'ailleurs vos meilleures histoires en commentaire vis-à-vis de ça. Hein. Sortez-moi vos plus belles conneries en commentaire, je vais voir ça. Ah, et d'ailleurs, petite subtilité, le film se termine par nos héros qui partent de l'île. Avec les échantillons, certes, mais on ne sait pas si les échantillons ils fonctionnent. Traduction, nous avons suivi ce film pour rien. Et passons enfin au plus gros défaut de ce film, le plus gros morceau. Passons maintenant au poulet du plat principal, qui cuit dans le four depuis un long moment, le T-Rex. Ah! Mais mec Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et qu'est-ce que c'est que... Ah, je suis en panne d'inspi là, moi j'avoue là je peux plus faire. Du poulet! Le T-Rex. Bon déjà, T-Max Cara Design. Il est moche au possible et ne ressemble strictement à rien. Alors vous allez me dire, ouais mais tu sais c'est un dinosaure génétiquement modifié ou quoi que ce soit. Alors en fait le T-Rex c'est un des dinosaures les plus stylés puisqu'il se permet de mélanger plusieurs théories ou quoi que ce soit. Alors en fait toi on t'encule. Non parce que sérieusement là je vais péter un câble, c'est pas possible. Le T-Rex ne ressemble strictement à rien. C'est un mélange avec une tête de xénomorphe. C'est pour toi que c'est un gros front, Battlefront. Un Tyrannosaurus Rex mélangé avec une espèce d'ADN de muto soi-disant. Bon, pour faire référence à Godzilla 2014 en plus qui plus est. Du poulet! Putain, mais tu t'es créé au KFC ou quoi? Avec exactement la même mâchoire que le monstre des neiges que l'on voit dans Rings of the Power, hein, celui avec la funny barbe là. Queenie Babe, on est là, sans jaille. Oula, c'était mauvais. Et le comble du tout, on lui a fait une scène d'intro comme si c'était être l'antagoniste principal du film. Au final, il n'apparaît que les 10 dernières minutes. Regarde le poulet que t'as acheté! Putain, mais vous les fans de Jurassic Park, on vous comprend pas. Dès que les mecs ils se contentent de faire exactement quelque chose de différent ou quoi que ce soit de ce qu'on a fait la saga, vous vous énervez et vous êtes pas content. Et là, dès que les mecs ils se contentent de faire ce qui a déjà été fait dans la saga, histoire de vous faire plaisir, et ben vous êtes pas content. C'est une intention artistique, c'est normal qu'ils puissent faire des choses différentes, laissez-les un minimum se varier. Ok, alors... on va expliquer ça plus ou moins calmement et en débattre. Faire un truc original, c'est pas faire un dinosaure qui ressemble à rien. On ne demande pas la lune, on demande un bon film. C'est pas compliqué. Tu prends des scénaristes compétents, un réalisateur compétent avec une bonne vision artistique, des bons acteurs qui connaissent leur métier et qui sont très bien dirigés par ce dernier, et avec une musique en supplément qui vient compléter le tout.
Et c'est tout. Pourquoi on aurait besoin de plus que ça? Sérieusement, si tu prends des éléments et que t'en fais quelque chose de mauvais à la suite et encore, et ben ça donne un mauvais film. Comme là. Parce que votre Derex, désolé les gars, mais ne ressemble rien, il ne raconte rien et n'a aucun propos scénaristique, contrairement à l'Indominus Rex et à l'Indoraptor. D'un côté, t'avais un film qui faisait l'analogie des nouveaux films et qui faisait comprendre que c'était une nouvelle ère qui s'annonçait, et c'était justement l'ancien temps qui venait un petit peu le remettre au minimum à sa place, tout ça pour qu'au final ce soit lui-même qui soit détruit. C'est cohérent, et ça raconte quelque chose. L'Indoraptor est un démon qui a été créé par la société. C'est pas un dinosaure, dites-vous. C'est un démon. Un démon qui échappe à la société, qui échappe à leur contrôle et qui du coup permet à une société de de libérer toute la bête et toute la cruauté qui sommeillait en eux au travers de ce dinosaure. C'est à cause de lui que toutes les catastrophes finissent par arriver et c'est surtout à cause de lui que toutes les prochaines catastrophes ont fini par arriver. Et c'est justement un Vélociraptor qui finit par l'achever à la fin dans les cornes d'un Triceratops pour faire comprendre à tout le monde que peu importe ce qu'il adviendra, ce sera toujours les anciens qui mettront en place les nouveaux. En gros, pour faire simple, l'Indoraptor était un gros slasher qui était là non seulement pour terrifier et pour montrer son sadisme et surtout pour montrer que la nature finit toujours par échapper au contrôle des humains. C'est clair et ça raconte quelque chose. Mais là, le Derex, vous allez me dire, ça raconte quoi? En fait, on pourrait même poser cette question à l'intégralité du film. La question qui revient à chaque stream. Au final, tout ça là, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien j'en sais rien. Ça raconte que si tu commences à tenter des trucs, tu peux très rapidement partir en couille et rester dans ta zone de confort, vouloir faire du fan service, c'est peut-être pas une bonne solution quand ta vie n'est plus comme ça. Vous savez, j'y pense encore, mais Jurassic Park 3, je tiens très sincèrement à te présenter mes excuses. Non, vraiment, je suis sincère. Vraiment, pour tout ce que je t'ai dit, pour tout ce que je t'ai fait durant toutes ces années, je tiens à m'excuser auprès de toi. Alors oui, certes, t'avais pas tout réussi non plus. Oui, il y avait des incohérences scénaristiques. Exemple, qu'est-ce que ce petit fait là sur une île de plus de 8 semaines et comment est-ce qu'il a survécu? Ou alors, t'avais aussi des personnages ultra chiants comme les parents Kirby. Mais t'arrivais quand même à nous contenter du strict minimum. T'avais de plutôt bonnes scènes d'action. T'avais un Spinosaure qui arrivait à déboîter un Tyrannosaurus Rex. Et c'était une scène satisfaisante à une époque. Et à certains moments, t'avais un minimum de mise en scène. Ron Howard est peut-être pas le meilleur réalisateur de tous les temps. Mais au moins, il a un très beau savoir-faire. Il a su succéder à Steven Spielberg en nous offrant de plutôt belles scènes. Comme par exemple le Spinosaure sur la pluie, la scène avec les pteranodons, etc. Bref, on a eu du très bon dans Jurassic Park 3. Et rien que pour ça, je te présente mes excuses. Je suis désolé de t'avoir dit autant de mal. Finalement, t'es plutôt bien. Ah non, en fait, j'abuse un peu. En fait, t'es pas si mal, t'es pas un si mauvais film, finalement. Surtout quand on voit que le personnage de Billy a réussi à relever le niveau. En fait, c'est lui seul qui porte le film à bout de bras, quoi. Alors que dans Rebirth, t'as un personnage attachant dans l'histoire, et le mec, c'est le minimum syndicat. Je vais même aller plus loin. En fait, ce film, il est moins bon que Jurassic World Dominion. Alors certes, Dominion est un film catastrophique, ça je dis pas le contraire. Il y a des incohérences de partout, il y a un foutage de gueule constant au sein de la saga, il y a une force à la nostalgie immense qui veut nous forcer à ne pas changer la structure générale de la saga. Mais ces idées, elles sont tellement énervantes, tellement saoulantes, tellement casse-couilles que ça te fait kiffer de taper dessus. C'est comme si tu avais fait un punching ball et que dessus tu mettais la photo d'Emmanuel Macron et de Jordan Bardella. À chaque fois que tu vois ça, t'as juste envie de foutre des coups par-dessus pour pouvoir te défouler un peu. Alors que Rebirth, à côté, c'est littéralement la tombe de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire, vas-y, c'est sympa de taper dessus avec tout ce que ce mec a fait, mais au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon quoi, stop, on a compris. On sait que le mec a fait du mal à peu près tout le monde, mais au bout d'un moment, c'est bon, stop quoi. Ça en devient chiant de taper dessus quoi. Et le pire, c'est que le film, il le reconnaît lui-même, surtout quand il dit ce genre de phrase. Plus personne ne se passionne pour ces animaux. Ils méritent mieux. Vos mères, c'est des dinosaures. Wallah al-Adem, vos mères, c'est des putains de dinosaures. Ils sont en voie de disparition. Comme si il nous parlait à nous. Comme si le mec, il était un peu SDF dans l'histoire. S'il vous plaît, je suis yougoslave. S'il vous plaît. Я? Что тебе лепо мало? Ядно. Yana, oui. А что ты? Srbin или Hrvat? Comme ça. Tu es serbe ou tu es croate? Bah après, d'un côté, ils ont pas tort. Je veux dire, il y a quoi de plus à inventer avec les dinosaures? On a à peu près fait le tour, ça y est. On sait exactement à quoi ça ressemble. On sait que c'est beau, merveilleux et tout ça.
Mais je pense qu'au bout d'un moment, on a fait à peu près le tour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à raconter de plus au sein des dinosaures? Ce à quoi je répondrai par ça. Doing what you want. We're probably all gonna die screaming because of... Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà exactement à quoi doit ressembler un film Jurassic Park et un film de dinosaures en 2025. Primitive War, c'est un film qui se passe en Seconde Guerre mondiale, enfin non pas en Seconde Guerre mondiale, mais à la guerre du Vietnam, dans lequel on va avoir une patrouille de militaires qui vont devoir patrouiller dans un lieu où des dinosaures ont été repérés. Et qu'est-ce que ça a l'air prenant. Juste à la bande-annonce, tu vois à quel point ce film a l'air 10 fois plus accompli que les 2h15 de Jurassic World Rebirth. En 2 minutes je parle. Hein. Et en plus de ça, non seulement les dinosaures sont magnifiques et ils sont très bien mis en scène, certains sont montrés sous la pluie, l'un il est montré carrément presque en dormant, et regardez-moi juste le plan de la miniature sur ce T-Rex absolument magnifique, et ça vous a sûrement sauté aux yeux, mais oui, certains dinosaures ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on connaisse aujourd'hui. Et ça c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont censés correspondre à... parce que la science a réussi à trouver sur les dinosaures. Parce que oui, le T-Rex et les Vélociraptors avaient des plumes à une époque, parce que certaines universités ont découvert que le poulet était un descendant lointain du T-Rex. Et ajoute à ça aussi le fait que t'aies des morts sanglantes, donc qui sont impactantes à nos yeux de fans, parce que oui, des scènes sanglantes, bon, ça en manque cruellement dans la saga, c'est pas parce que tu vas mettre des boyaux de Parasaur que ça va marcher. Et tu sens que niveau action, c'est archi maîtrisé. Je me suis au minimum renseigné un petit peu sur le projet, et j'ai appris que le réalisateur, qui certes n'a pas une belle filmographie, a quand même participé à l'écriture du scénario aux côtés de l'écrivain du livre original. Bon, je me doute que du côté de Jurassic Park ça allait être compliqué, puisque que Crichton est mort depuis quelques années de cela, hein, donc ça allait être compliqué. Mais bon, après ils auraient aussi pu faire l'effort de se renseigner auprès de la famille de Crichton, parce qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'ils sont en vie, hein. Après je suis pas sûr, j'ai pas encore fait mes recherches. Mais surtout ce qui m'a frappé avec ce film, c'est que enfin on voyage dans d'autres environnements plutôt que du côté de l'Amérique centrale ou autour de l'équateur. Parce que là, on est carrément au Vietnam. On a des dinosaures dans un nouvel environnement. Tout ce que Dominion aurait dû faire depuis bien longtemps. Présenter les dinosaures dans de nouveaux environnements. Bon, il a fait à 2-3 reprises, mais c'était trop rare. Mais là, on a des dinosaures au beau milieu du Vietnam. Ça, c'est original. Ça crée de l'inventivité juste en mettant des dinosaures dans de nouveaux places et de nouveaux palaces. Et ça fait que encore plus retranscrire leur côté animal et naturel au sein du film. Et effectivement, c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord avec beaucoup d'entre vous. Certains effets visuels sont un peu moches, genre là par exemple. Mais dites-vous que le film a bénéficié d'un budget de 7 millions de dollars. A titre de comparaison, Jurassic World Rebirth approche des 225 millions de dollars selon les estimations de certains. Je vous laisse réfléchir avec cette information en tête. Quand je vois tous les films de merde sans âme, sans vie, sans effets spéciaux intéressants, ni pratiques, ni mise en scène, ni idées créatives, avoir 100, 150, 200 millions de dollars de budget, et que je me dis qu'on a donné un petit peu moins de 10 millions à Primitive War et que des mecs passionnés sont capables de faire ça, ça rend fou. Comme quoi, réinventer une saga de dinosaures, c'est encore possible. Tu peux montrer des films avec des dinosaures sur leur véritable habitat. Tu peux écrire des personnages attachants sans qu'ils ne soient chiants. Et puis surtout, tu peux faire un effort de mise en scène plutôt que de mettre un T-Rex en train de se cacher derrière un canoë comme s'il s'était téléporté à la Vélociraptor. Mais d'où il a sursauté? Mais d'où t'as sursauté? Donc ouais, tout ça, c'est largement possible. Je vois pas en quoi est-ce que Jurassic World Rebirth, Universal et tous les exécutifs qui bossent là-dessus ont une quelconque excuse pour dire que le film est mauvais, à part faire les SDF en faisant Je suis portugais de Lisboa. Je suis portugais, s'il vous plaît, madame. Gros, pour conclure avec tout ça, Jurassic World Rebirth est une véritable catastrophe à date dans tous les sens du terme. Il n'y a absolument rien à sauver au sein du film. Enfin rien, j'exagère, mais juste pour dire qu'il n'y a pas grand chose à sauver non plus. Que ce soit au niveau des personnages qui sont mal exécutés, mal écrits, au niveau des nouveautés que l'on apprend au sein de la saga et surtout des nouveaux environnements dans lesquels on nous embarque. L'idée de base pour eux c'était de ressusciter ce qui faisait l'essence de la saga Jurassic Park. Désolé de vous dire ça les gars, mais c'est pas ça hein.
C'est pas ça la saga Jurassic Park, les gars. Vous avez rien compris et je vous ordonne amplement d'aller revoir l'intégrale de la saga pour ceux qui ont rien compris. Mais ce qui m'énerve avant tout par-dessus tout, c'est qu'il y a des gens qui y croyaient par-dessus tout. Alors qu'avec tous les signaux rouges qui étaient présents au sein de la production de la saga, tout ce qui allait nous apporter et surtout tout ce qu'on allait avoir à faire, il n'y a personne qui s'est dit que ça serait potentiellement de la merde et personne qui se dit que c'est peut-être de la merde. À part peut-être le seul argument qui se permet de défendre, à savoir, vous n'avez rien compris au film. C'est tout. Ça, c'est un argument, ça, Zarma? D'ailleurs, je comprends pas cet avis. Je n'ai jamais d'ailleurs compris ce quelconque avis pour deux raisons bien précises. La première raison, c'est si on n'a pas compris, dites-nous en quoi. Parce que bah oui, c'est bien dire qu'on n'a pas compris un film, une série ou quoi, mais si vous dites pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris, eh ben... Voilà, argumenter quoi, tout simplement. On est ouvert à n'importe quel argument, messieurs et mesdames. Mais si c'est pour dire absolument à tous les films qui sont mauvais, on n'a rien compris, on comprendra ou quoi que ce soit, et bah à ce stade-là, bah, ça veut dire que maintenant, toute ouverture d'esprit et toute critique n'ont plus aucune raison d'exister. Pourquoi est-ce qu'on peut ne pas tolérer absolument tous les films mauvais finalement? Ah oui, puisque si ces films sont mauvais selon nous, bah, c'est parce que nous n'avons pas compris le propos du film. Si ça se trouve, par exemple, si Star Wars 9 c'est nul, bah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris. Ou alors, si ce film-là il est nul aussi, c'est parce qu'on n'a pas compris. Ou si Blanche-Neige de 2025 est nul, peut-être aussi que c'est parce qu'on n'a pas compris. Ouh. Ah putain, j'ai mal. À toutes celles et ceux qui sont sur Twitter et qui ont déjà spammé ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ça et pas autre chose? Là, j'attends des vrais arguments. Pourquoi est-ce qu'on devrait plus accepter ce film-là, plus qu'un Primitive War, ou plus que n'importe quel autre film qui est sorti cette année? Mais vas-y, en soi, c'est pas grave, hein. Parce que vas-y, si ce film est mauvais ou quoi pour beaucoup de gens, eh bah... Ok, cool. Mais s'il y a des gens qui ont aimé ce film parce que soi-disant n'auraient pas compris quelque chose ou la vérité absolue, bah... ouvrez-nous d'esprit, les gens. On attend que ça. Après, malgré tout, ça n'empêche pas certaines personnes d'être plus ou moins d'accord avec moi. Après tout, le film a fait le pire démarrage de toute la saga et est en train de se vautrer sévère au box-office. Et en même temps, tu m'étonnes. Bon déjà, mis à part de côté le fait qu'il est sorti en même temps que deux gros blockbusters qui ont fait parler de lui cette année, surtout pour l'un d'entre eux qui a tout cassé. Et oui, la troisième partie sur ma vidéo sur Superman arrive. J'essaie de faire ce que je peux les gars, mais là pour l'instant, comme je vous ai dit, ma vie privée c'est compliqué. Hein. Mais tout ça pour dire que cette saga, enfin ou tout du moins ce film, n'a rien apporté à qui que ce soit. Ni même n'a apporté quoi que ce soit au sein de la saga. Tout ce qu'il n'a fait, c'est demander juste à exister et renflouer les caisses de Universal et de Amblin parce que Steven Spielberg, miskin, a besoin de faire un peu plus de films dans sa vie parce que bah, sa société ne lui apporte pas assez d'argent. Et je trouve ça triste à dire, mais en même temps... Je pense qu'on a accepté ça tellement facilement de nos jours qu'à ce stade, ça me choque même plus. Et oui, certes, d'un côté, ça peut nous attrister, hein, autant à moi qu'à vous, hein, surtout envers Steven Spielberg et Scarlett Johansson, au vu de leur récent flop sur le dernier film Transformers, puisque Spielberg est à la production de ce film. Mais malgré tout ça, est-ce qu'on peut leur rejeter la faute à eux? Bah, moi je dirais plus ou moins non, hein, puisque bah... c'est un petit peu aussi à la faute de Paramount aussi ce genre de choses. Mais bon ça j'en ai parlé dans cette vidéo si vous voulez aller la voir. Parce que c'est ça que j'essaie de vous dire. Si on accorde autant d'importance à des films de merde quand on sait déjà que ce sera de la merde et qu'on laisse à côté des chefs-d'œuvre se planter au box-office, à quoi est-ce que le monde de demain va ressembler? Ce film nous a absolument rien apporté en tant que fan à part une seule chose, c'est que l'on ne doit plus rien attendre du sein de la saga. Ok, alors déjà à toutes et à tous, félicitations d'être arrivés jusqu'ici parce que je vous ai prévu un petit dessert. On va parler de l'affiche du film. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais très sincèrement, c'est une des affiches les plus moches que j'ai jamais vues depuis des années et des années. Une Scarlett Johansson qui est placée au beau milieu parce que c'est la personnage principale, avec les décors aux alentours qui ne ressemblent absolument à rien puisque ce sont les décors du film, le temple aztèque au plein fond parce que, bah, on s'est dit pourquoi pas. Et qui a eu l'idée de se dire que c'était une bonne idée, je sais pas, de mettre la scène où le T-Rex est en train de poursuivre toute la famille juste en bas. Avec, en supplément, la tête du T-Rex bien sur le logo, au-dessus de cette mer, qui en réalité est du sperme. Parce qu'en réalité, les gars, ils en avaient rien à branler à ce point-là. Du coup, pour éviter de critiquer comme une grosse mongole, je me suis dit que ce serait bien que je puisse faire tout moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors déjà, on va essayer de savoir exactement c'est quoi le format d'une affiche de film classique, parce que c'est important à savoir, et ne prenez surtout pas ce format, soit le 160 par largeur par 140 de longueur.
parce que sinon vous allez avoir un petit carré qui ressemble à peu près à ça. Et vos exports seront tellement pixelisés que quand vous allez zoomer, on va les voir d'ici les pixels et ce sera un peu fada. Donc non, prenez plutôt à 800 cm de largeur à 1200 cm de longueur. Ce sera beaucoup plus adapté et vous aurez une meilleure affiche pour pouvoir bosser. Et là, on va pouvoir bosser en s'inspirant de ça. Ah, j'avais pas mieux les gars, je suis désolé, mais avant de commencer, allons d'abord chercher notre petit personnage de Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali. Je me suis dit que ceux-là pourrait être pas mal, j'ai pris aussi ça pour Jonathan Bailey, et je me suis dit que ça pourrait parfaitement correspondre à l'affiche. Pareil d'ailleurs pour Mahershala Ali, n'hésitez pas à me dire si c'est plutôt pas mal ce que j'ai pris, ou alors si je suis totalement à chier, mais ça on verra au produit final. J'ai décidé d'aller chercher des hautes herbes qui sont en Thaïlande, parce que je me suis dit, bah pourquoi pas, en plus c'est le lieu du tournage, donc ça correspond parfaitement à l'environnement que je souhaite retranscrire à l'affiche. Et quitte à prendre l'une des meilleures scènes du film, je voulais prendre la scène des titanosaures, parce que c'est la plus belle scène du film, et je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire pour pouvoir le faire. Alors maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut, plus qu'à mettre immédiatement sur le dossier. Vous verrez qu'il y a une affiche en trop de Jonathan Bailey, mais bon celui-là on s'en fout, ça sera annulé. On prend d'abord pour commencer les hautes herbes, que l'on installe bien comme il faut. On fait pareil pour les autres plans, c'est-à-dire on les organise, on fait en sorte de savoir qui va où, etc. histoire que tout puisse correspondre et puisse être bien aligné. Et ensuite on va prendre ce que l'on appelle une sélection d'apparition de décor. Je sais pas ce que c'est, mais disons qu'en gros, pour faire simple, il suffit juste que vous sélectionnez là, et ensuite vous allez sur vos autres herbes juste en bas, et vous les faites apparaître en fonction de ce que vous voulez faire apparaître, ce qui fait entièrement disparaître le ciel. Bon, il y a aussi des bouts de ciel qui apparaissent un peu, comme vous pouvez le voir juste sur les buissons, mais le but c'est vraiment d'essayer de faire apparaître chaque herbe, histoire qu'on soit vraiment précis. Puis les bouts de ciel qui apparaissent par-ci et là et à droite à gauche, on les efface avec la gomme, tout simplement. Ça étant fait, on passe maintenant à Scarlett Johansson, que l'on fait apparaître petit morceau par petit morceau. Et bien évidemment, pareil que pour les hautes herbes, les bouts qui dépassent, on les efface. Pareil pour le personnage de Mahershala Ali, on fait exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et le personnage de Jonathan Bailey, évidemment, suivra. Je voulais prendre cette affiche d'ailleurs, justement, mais comme vous pouvez voir avec les couleurs, ça marche pas. J'ai essayé aussi de prendre celle-là, mais celle où justement les voisins avec le personnage de Scarlett Johansson, je me suis dit c'est celle qui correspondait le mieux, pas besoin de modifier plus que ça quoi. Et là déjà on a bien avancé je trouve, c'est pas mal. Plus qu'à rajouter maintenant les titanosaures magnifiques et majestueux que l'on détourne aussi de la même façon qu'on en a fait pour les autres. Et de sorte à ce que l'on soit raccord avec le film, essayons de chercher un paysage de la Thaïlande absolument magnifique. Ah quel beau pays la Thaïlande, pas vrai hein? Bien, nous avons réussi à trouver ceci qui est en réalité une mer. Mais bon, vu les montagnes au fond qui étaient en arrière-plan, je me suis dit que ça correspondait parfaitement à ce que je voulais mettre. Ah oui, et vous pouvez voir le direct juste ici. Et maintenant, vous voyez ça? C'est déjà très bien. Et si on rajoutait un petit ciel là juste derrière, histoire de rajouter encore plus de profondeur dans le décor et encore plus de choses. Et cerise sur le gâteau, évidemment, le logo du film que l'on exporte de Google pour ensuite installer ici sur la fiche du film. J'avais pensé peut-être en bas, mais je me suis dit ça prenait peut-être trop de place et ça le faisait pas trop. Du coup, je me suis dit bon allez, on va le mettre en haut peut-être, ça ressemble mieux. Et voilà. Nous avons terminé. Alors certes, il y a 2-3 petits contours qui vont pas et c'est pas très fini ou quoi que ce soit, mais quand tu compares à l'affiche finale qu'on a eue et qu'on aurait pu avoir ça à la place, et je précise que j'ai fait cette affiche en 3 heures. 3 heures pour faire cette affiche en entier. Alors que les mecs, ils avaient quoi? De février jusqu'en juillet, ils avaient 6 mois pour essayer de faire une affiche convenable et ils nous ont pondu ce qu'on a eu. Je vais laisser The Kerry et Kenny finir à ma place parce que moi j'en peux plus. Vous avez vu hein? C'est du caca. C'est vraiment de la merde, fils de pute. Pourquoi je chante pas le chocolat, là, fils de pute? Pourquoi je chante pas le chocolat?